Le Festival international des musiques numériques immersives, ACUSMA, célèbre ses 20 ans d'existence et Estelle Schorp s'y reproduira le 16 octobre prochain à l'usine C. Artiste sonore, compositrice, chercheuse, enseignante à la faculté de musique de l'Université de Montréal, elle est active dans le domaine de la musique expérimentale et de l'écologie sonore. Cette artiste polymorphe est notre invitée aujourd'hui pour Paname 360. Bonsoir Estelle. Bonsoir, merci de m'accueillir. Ah, c'est un plaisir. Alors, Estelle, je vais commencer avec une petite présentation. On sait que tu es une artiste sonore, une compositrice, chercheuse et enseignante à la faculté de musique de l'Université de Montréal. Tu t'es exposée ou tu as produit des performances au Sporobol à Sherbrooke, à Mutec Montréal, à la Nuit Blanche, à la Biennale du Son au Mans ou à Barcelone, à Helsinki ou à Stockholm et demain à Kousma. Et tu écris aussi des articles dans des magazines spécialisés. Mhm. J'aimerais savoir comment est-ce que tu mènes à terme tous ces projets. C'est une excellente question. Même moi, à chaque fois, je suis impressionnée. Non, je dirais que ça a été un petit peu un choix à un moment donné de cultiver cette hétérogénéité-là dans mes compétences, donc autant dans le domaine de la recherche par l'écriture d'articles scientifique que dans le domaine de la recherche-création, donc vraiment la production d'œuvres qui prennent la forme d'installations sonores, de performances, d'albums. Puis ça fait quelques années que j'ai un peu sauté à pieds joints dans ce polymorphisme-là. Et je dirais que je gère ça plutôt par phase. Donc, il va peut-être y avoir des mois dans l'année où je vais plus être dans l'écriture d'articles. J'en ai un prochain qui va sortir bientôt et un que je vais écrire bientôt en novembre, un peu après Acousma. Là, je vais quand même repartir dans quelque chose d'un peu plus écriture. Et puis des phases dans l'année un peu plus créatives, donc entamer des nouveaux projets ou bien faire tourner des performances déjà existantes. Donc c'est ça, je dirais que j'essaye de l'organiser dans le temps et de le séparer un petit peu, pas de tout faire en même temps, quand c'est possible. Donc l'emploi du temps est quand même relativement chargé, j'imagine. C'est ce Ouais, qu'on peut en conclure, quoi. ouais, l'emploi du temps est chargé. Et puis, bah, comme tu l'as mentionné, bah, c'est ça, j'enseigne aussi 2 sessions à l'université, donc ça prend aussi pas mal de temps. Donc c'est pour ça que pour réussir à faire tout bien, j'ai besoin que ça se recoupe pas trop. C'est-à-dire que j'ai pas et l'enseignement et la recherche et la création en même temps. Si ça arrive, puis ça va être fait comme ça. Mais si je peux essayer un petit peu de compartimenter les choses pour avoir un peu plus une qualité d'attention un peu plus accrue à chacune de mes activités, c'est l'idéal. Ouais, je vois. Si on revient un petit peu justement sur la recherche, création, ma question ici va se centrer un peu plus sur la composition algorithmique, puisque j'ai pu constater que tu composais avec cette théorie ou ce système. Et pour nos auditeurs ou nos auditrices, si je définis grossièrement la composition algorithmique, c'est quelque part l'art de créer de la musique en utilisant un ensemble de règles prédéterminées mêlant à la fois le déterminisme et l'aléatoire. Toi, en tant que chercheuse, compositrice et artiste, comment est-ce que justement tu utilises ces techniques de composition algorithmique pour travailler tes œuvres sonores? J'ai commencé à m'intéresser de plus près puis à utiliser la composition algorithmique dans mes œuvres à partir de 2019 avec une installation sonore qui s'appelle Écosystème. Et depuis Écosystème, c'est pas mal, quasiment que de la musique algorithmique ou des processus algorithmiques que j'utilise. Et en fait, ce qui m'a mené à ça, c'était mon intérêt euh, dans le paysage sonore et l'écologie sonore. J'ai commencé ma pratique du son et de la musique expérimentale vraiment avec une pratique de field recording, d'enregistrement de terrain. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'environnement sonore dans tout ce qu'il a d'aussi déterminé que d'aléatoire, justement, en espèce.
d'équilibre comme ça, où des fois il y a des choses, on sait qu'elles sont cycliques, qu'elles vont réarriver, etc. Puis d'autres choses complètement imprévues. Et c'est dans cette espèce de subtil équilibre-là que moi, c'est ce que j'aime le plus, en fait. Et c'était la musique que je voulais essayer de faire. Et la musique algorithmique, c'est l'outil qui m'a permis le plus de m'approcher de ce genre d'environnement sonore. C'est ça, je dirais, à la fois déterminé avec des choses qui reviennent, qui se répètent, et en même temps avec quelque chose qui évolue un petit peu tout le temps. Et pour ça, donc, les processus algorithmiques sont vraiment des outils formidables. Je dirais aussi que je suis quelqu'un d'assez minimaliste dans ma manière de travailler. Euh, donc moi, j'utilise un environnement et un langage de programmation qui s'appelle Super Collider, qui est un environnement de programmation textuelle. Donc moi, je code vraiment en fait ma musique. Je vais autant créer ma synthèse de toute pièce et l'arranger dans l'espace et dans le temps grâce à des processus algorithmiques que je code. Et en fait, partir d'une page blanche, littéralement, c'est quelque chose que j'aime. J'aime partir d'une page blanche. Puis moi, j'appelle ça j'ai l'impression de venir tisser mon monde du premier fil jusqu'au dernier. C'est moi qui écris tout. Et là-dedans, il y a quelque chose de l'ordre du control freak, là vraiment du déterminé, tac, tac, tac. Je viens tout préciser, tout ce que je veux. Et en même temps, là-dedans, je viens ajouter des processus pseudo-aléatoires et aléatoires qui le rendent vivant. Puis c'est cette capacité d'à la fois contrôler mon environnement et de lui rendre en fait cette pseudo vie, là, cette pseudo liveness que le processus algorithmique me permet de faire. Donc c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais ouais, voilà, ce serait ça. Oui, oui, tout à fait, parce que justement, il y a toujours un débat. Est-ce qu'il y a beaucoup trop de déterminisme dans la composition algorithmique, ou est-ce que justement, on peut aussi donner une part au hasard, à l'aléatoire, parce qu'en tant qu'artiste, souvent, on veut avoir un esprit complètement libéré, libre. Là, on va dire, il y a quand même un cadre que tu vas imposer, mais ce cadre, c'est toi qui l'imposes aussi quelque part. Donc, tu vas Oui, aussi bien sûr. mettre ta personnalité, je pense, dans le codage. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et en fait, même, je dirais que le fait de tout coder depuis le début, donc vraiment de partir de la page blanche, c'est ce qui fait qu'il y a un côté unique à chacune de mes compositions, c'est que j'utilise pas des plugins qui ont déjà été faits, j'utilise pas des environnements qui ont déjà été codés par d'autres, je code moi-même mes propres environnements. Donc, en fait, c'est bizarrement, malgré le fait que on pense un peu, ah oui, génératif égale aléatoire, n'importe quoi, bah, bizarrement, en fait, c'est très, très contrôlé le génératif. Comme tu dis, c'est un cadre qui est complètement maîtrisé, à l'intérieur duquel, oui, il va y avoir des choses plus aléatoires, mais le cadre dans lequel ces choses-là arrivent, il est mesuré au millimètre près. Hmm. Ok, je vois. Ça, c'est vraiment intéressant, je pense, pour les amateurs de musique d'entendre ça, parce que, bon, après, si on revient un petit peu aussi à la prestation que tu vas faire à Acousma, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'œuvre que tu vas présenter? Oui, c'est une œuvre qui s'intitule Conversation Between a Partially Educated Parrot and a Machine. C'est un long titre, mais que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est un titre qui est tiré d'une citation de Eldridge Johnson, qui était le directeur si je me trompe pas, les RCA Records au début du XXe siècle. Et en fait, il dit ça après avoir écouté un gramophone. Là, on voit un petit peu le pavillon de mon gramophone derrière. Il écoute un enregistrement d'un gramophone et il dit, ah, it sounds like like a bird with a cold, and a ill-behaved bird with a cold. Et je trouvais que la comparaison entre une technologie de reproduction du son avec un oiseau mal éduqué et malade, un oiseau qui, par ailleurs, les oiseaux, certains oiseaux ont la capacité en fait de reproduire leur environnement, notamment les perroquets. Donc ils écoutent puis ils peuvent reproduire. Donc il y a un parallèle que je trouve intéressant conceptuellement. Et je trouvais que dans cette comparaison-là, il y avait quelque chose. C'est tout ce que je voulais dire en fait. C'était comme parler des oiseaux et des technologies, mais en les ramenant ensemble sans faire de hiérarchie. Donc de là est venu le titre. Et donc c'est une pièce qui a pour
en fait, les seuls matériaux sonores qu'on va entendre, ce sont des archives d'enregistrements d'oiseaux qui ont été faits dans les années 1930 par Ludwig Korr, qui était un ornithologue et enregistreur, voilà, field recordist. Et donc moi j'ai retrouvé en fait les shellacs originaux de 1930, puis c'est avec ça que je joue sur scène, sur mon gramophone. Un gramophone que je suis venue modifier, donc j'ai agrémenté avec des capteurs. Ce qui fait que mon gramophone devient un instrument interactif qui va venir communiquer avec mon ordinateur et avec des algorithmes qui viennent spatialiser ou appliquer des traitements sur mes échantillons. Donc il n'y a pas du tout de synthèse là pour le coup. C'est vraiment que de l'échantillonnage avec du traitement et différents types de traitements qui sont faits en temps réel grâce à mes gestes sur le gramophone entre autres. Ça donne vraiment envie d'aller voir la prestation demain. Ça, c'est certain. Puis en plus, on voit l'objet en question sur la vidéo. Ça, c'est parfait pour le coup. Euh, Mais justement, parce que là, on parle de recherche. Pour moi, ce sont des sciences hein, aussi. Hein. On est dans la recherche, la réflexion intellectuelle, etc. Comment est-ce que, selon toi, on pourrait essayer de donner accès à cette recherche dite scientifique de la musique à un plus large public, le vulgariser, essayer de toucher un peu plus, euh, justement, autre que les chercheurs ou les férus de musique? Est-ce qu'il y a une solution pour toi? Je ne sais pas s'il y a une solution, il y en a sûrement de multiples. Je dirais que chaque partie a un rôle à jouer là-dedans. Il y a une partie évidemment de médiation qui peut être fait soit par l'artiste, soit par les programmateurs, programmatrices, festivals qui peuvent organiser par exemple des ateliers, ce genre de choses, pour ouvrir un petit peu à ces pratiques-là qui sont encore très, très nichées quand même. Donc ça peut être déjà quelque chose. Ensuite, moi, en tout cas, quelque chose auquel je réfléchis depuis quelques mois, c'est le format de présentation. Donc là, actuellement, le format de présentation de cette pièce-là, c'est un format qui est performatif. Donc, j'ai besoin d'une scène. Les gens ont besoin de se déplacer pour venir pour avoir l'expérience, faire l'expérience de ma musique. Et en fait, un format qui m'intéresse de plus en plus et qui peut paraître très banal, en fait, c'est le format de l'album. L'album, c'est un format qui est très démocratisé. C'est quelque chose qu'on peut écouter chez soi, qu'on peut écouter avec des écouteurs, qui peut circuler beaucoup plus facilement à travers et atteindre beaucoup plus de gens qu'une performance. Donc moi, en tout cas, c'est quelque chose, je réfléchis un peu de plus en plus à voir comment chacune de mes performances, qui sont des performances uniques, je pourrais éventuellement en faire un album. Donc évidemment, il y aurait une adaptation, des ajustements, etc. Sur plusieurs points techniques, mais en faire des albums qui peuvent être écoutables ailleurs que dans une salle de spectacle et ailleurs qu'à Montréal, et enfin en tout cas pouvoir circuler plus librement chez les gens qui n'ont pas forcément qui sont pas forcément dans les réseaux d'Akousma ou de la Biennale ou etc. etc. Voilà. Il y a sûrement plein d'autres choses à faire, mais c'est une des choses qui me vient à l'esprit. Oui, tout à fait. La médiation, offrir différents médias aussi, je pense que ce serait vraiment intéressant, ça aussi, pour élargir le public et éduquer davantage aussi à ce style de musique. Alors, dernière question, quels sont les projets futurs, justement? Est-ce que c'est la Oui, recherche, un article, une création? alors court terme, j'ai un article à écrire. Après Akousma, je m'y mets. J'ai un article à écrire pour novembre. J'en ai un qui va sortir, donc ça c'est déjà écrit, mais quand même, c'est cool quand ça sort, qui va sortir en décembre. Et non, les deux gros projets qui s'en viennent, justement, sont des projets d'album. Donc là, je viens de sortir un premier album qui est sorti le 4 octobre sur le label Line, qui est un label basé à Los Angeles, spécialisé dans les musiques expérimentales, minimalistes et l'art sonore. Et en fait, je travaille déjà sur le deuxième album.
Et éventuellement, Out of the Record, je pense que cette pièce-là que je présente à Akousma va devenir un album aussi, mais j'en dis pas plus. Mais c'est le prochain gros projet. Voilà. Ah bah super, on a des, des infos croustillantes. Voilà. On aime ça. Et ben, merci beaucoup Estelle, vraiment. Merci à toi. Je t'en prie, c'était vraiment un plaisir et on va se voir demain. Eh bien oui, à demain, demain soir à l'usine C.